Bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Cette séance au cours de laquelle nous allons lancer ce qui sera le grand sujet qui va nous préoccuper pendant une partie de semestre, la fin de ce semestre et le semestre, une partie du semestre suivant qui relève de l'écriture. Pour faire un petit panorama un petit peu de ce que nous avons à faire. Nous avons deux grands sujets pédagogiques à traiter. Nous avons les écritures et nous avons la compréhension en lecture. Les écritures et les lectures. C'est les deux grands champs pédagogiques. On va faire 5 cours au moins sur chacun de ces domaines-là. Du point de vue du concours, nous avons à travailler, nous allons continuer pendant une petite demi-heure, ce que nous avons entamé lors de la précédente séance, c'est la notion d'énonciation. Du point de vue du concours, le grand champ que nous allons véritablement travailler jusqu'à la fin de cette année, qui se terminera en mars, concours oblige, le grand champ, c'est celui du lexique et de l'analyse stylistique. On a fait ça un petit peu l'année dernière, mais dans la mesure où ça représente 4-5 points sur 20 en termes de concours, il faut être relativement à l'aise avec toutes les notions. Si on vous dit ce texte est comique, relevez les réseaux de sens et de mots qui fabriquent le comique. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Comment ça se présente? Comment ça s'organise? Si on vous dit dans la phrase suivante, vous étudierez l'essence potentielle de un mot quelconque, qu'est-ce qu'un sens? Comment elle se construit? Comment on peut déduire le sens local en contexte par rapport au sens général du mot? Donc il y a cette grande dimension, la stylistique, c'est la dernière épreuve du concours, partie du concours, c'est les 5 derniers points, lexique et stylistique. Et puis pour l'oral, vous serez à l'oral, il y a donc la lecture et l'écriture. Vous allez avoir un petit concours blanc dans pas très longtemps que nous sommes en train de préparer. Il est optionnel. Il serait peut-être bon de se confronter à la dure réalité du concours. Donc ce sera début janvier. Il y en aura un deuxième. Celui-là, il comptera. Ce sera la note du master en lettres qui sera début mars, juste avant le concours. Donc, vous aurez 2 évaluations de type concours sur la partie écrite. Et puis, en ce qui me concerne, nous allons faire aussi toute une série d'entraînements à l'oral, un certain nombre sur 3 séances collectivement comme ça. Et puis, nous aurons un dispositif spécifique de préparation à l'oral après les écrits. Donc, nous ne sommes pas là pour nous préparer un concours, dit la théorie. Dans les faits, nous allons avoir tout de même un petit recentrage important sur les épreuves. Dites-moi, vous aviez une question? Non, non, ça veut dire que si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Non, non, on va se mettre en vraie situation de concours. Les M1 seront convoqués aussi pour qu'ils s'entraînent, bien qu'ils ne passent pas le concours cette année. Donc tout le monde le passera. C'est un sujet, il est en 3 parties. Dissertation, grammaire et lexique. Une note sur 20 permettra de vous positionner, vous qui avez eu 2 ans de formation. Ça vous permettra aussi de vous positionner vis-à-vis des M1 qui n'en ont eu qu'1 an de formation. Donc théoriquement, vous devriez être largement meilleur. En tout cas, voilà, c'est un outil, on va dire, de réflexion pour vous. Et puis, c'est une revigorisation de ce que vous devez savoir sur comment on réalise les exercices. Donc, début janvier, la date n'est encore pas fixée parce que tout l'INSPE doit bloquer une matinée pour faire ça, donc c'est un peu compliqué. Un concours blanc. Je vous dirai ça d'ici le début décembre, dans 15 jours, je vous donnerai la date. Ça se décide rapidement.
Et puis deux grandes options, donc l'écriture et la lecture au point de vue de la pédagogie. Aujourd'hui, on va commencer par la petite demi-heure qui complète mon cours de grammaire global et qui termine mon cours de grammaire. Vous vous rappelez que j'ai donc un chapitre 5. Ce chapitre 5, c'est l'énonciation. Chapitre 1, les classes de mots. Chapitre 2, c'est les groupes dans la phrase. Chapitre 3, c'est les phrases. Type et forme. Subordination. Proposition. Alors ça, c'est ce qu'il faut savoir. Chapitre 4, le texte, la substitution, les reprises, la substitution, le thème, le propos. Et puis chapitre 5, l'énonciation. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons un premier bloc qui est donc la notion de déictique, ce que nous avons fait la semaine dernière, enfin la semaine dernière, la dernière fois que nous sommes vus, les mots qui n'ont de sens que dans le contexte. Je suis ici dans 5 minutes. Et nous avions entamé un deuxième, dernier point sur cette notion d'énonciation, qui est celle de modélisation. La modélisation. Je rappelle la définition. La modélisation, c'est le principe par lequel l'auteur donne son avis. C'est les moyens grammaticaux, qui permettent à un auteur de donner un avis. C'est, pour l'exprimer un petit peu différemment, c'est la manière d'écrire une phrase pour exprimer une opinion, un avis, un jugement. Opinion, avis, jugement de valeur. Si je vous dis, à partir d'une phrase simple, j'achète pain, j'achète du pain, voilà, une phrase déclarative, une phrase qui informe de une action, j'achète du pain. Si je rajoute, j'achète encore du pain, ben, le encore, il porte un sens. Il rajoute une information. Alors, il y a une information qui est tout simplement la répétition. J'achète du pain, j'achète du pain. La deuxième fois, c'est encore du pain. Mais on peut trouver à partir de ce encore l'exaspération. J'achète encore du pain. Moi, je dis à mes filles, on va encore acheter des chaussures. Il y a une sorte d'abus, c'est abusé. C'est abusé. Ça peut être le contentement. J'achète encore du pain. J'ai encore gagné. La répétition, mais un autre sentiment. Donc la modélisation, c'est un moyen qui fait que celui qui lit, il a l'information, et il faut peut-être parfois essayer de se demander quelle est cette information et comment elle serait exprimée de la manière la plus neutre possible, par rapport à ce qui nous est dit, qui lui rajoute du sens. Et le sens qui est étudié pour le coup, c'est avis, opinion et jugement. J'achète encore du mauvais pain, j'achète encore du mauvais pain. Où est le jugement? Il est dans encore, l'exaspération, mais il est dans mauvais. Donc il y a tout un ensemble de procédés grammaticaux qui permettent d'ajouter du sens sur une phrase de base. Alors quels sont-ils? Alors je vous fais une liste à peu près exhaustive. Tout ne se trouve pas évidemment dans le même texte. On choisit en général une modalité. Il y a première manière, c'est d'utiliser des adjectifs qualificatifs. L'adjectif, il qualifie. Alors, il y a des adjectifs qui ne qualifient pas en jugement de valeur. Si je dis le chat est rapide, ça ne me dit pas si j'en suis content ou si j'en suis mécontent. Quoique, si je dis que
la souris trouve le chat rapide. Souris, chat, la souris, le chat rapide. Peut-être que là, il y a un jugement. Peut-être que la souris trouve que le chat est rapide et que c'est plutôt un ennui. Donc le contexte peut nous aider à comprendre le sens ajouté. Donc j'ai acheté du mauvais pain, j'ai acheté du pain rassis, j'ai acheté du pain immangeable, j'ai acheté tout ce qui relève de l'adjectif. Quand est-ce qu'on est dans l'informatif, quand est-ce qu'on est dans le jugement? Question à se poser. Il y a évidemment les adverbes. Les adverbes, encore, un adverbe qui est un vrai jugement, c'est trop. Et évidemment, trop, il s'oppose à très. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est une notion qui se perd dans l'usage normal. Trop montre une exagération et montre un jugement de valeur négatif. Trop, il est négatif. Alors que très, c'est juste une graduation. Il est très grand, plus grand que la normale. Il est trop grand, c'est gênant. Les enfants, les élèves, et même parfois les adultes, ils ont tendance à l'utiliser l'un pour l'autre. Non, trop. Donc, trop, il y a un jugement de valeur négatif. Donc, tous les adverbes qui donnent un sens positif ou négatif. Désespérément, par exemple, avec désespoir, forcément, désespérément, c'est négatif. Heureusement, c'est positif, mais ça reste un jugement de valeur. Tout ce qui relève de l'adverbe, en gros, a plutôt une valeur modélisatrice. Tout ce qui relève des groupes prépositionnels, essentiellement ceux qui sont de manière. Avec, préposition avec, plus quelque chose. Il lui parle avec mépris. Il lui parle avec condescendance. Le groupe prépositionnel donne une indication de temps. Est-ce que cette indication de temps, jugement de valeur? Bon, ça dépend du contexte. De cause, positif ou négatif, ça dépend du contexte. La manière, elle est clairement modélisatrice, puisqu'elle est positive en gros ou elle est négative. Donc les groupes prépositionnels. Tout ce qui relève encore des appositions. La position, c'est un ajout. Et la position, elle peut très bien porter un sens complémentaire qui soit en valeur ou en non-valeur. C'est d'ailleurs des groupes prépositionnels, des adverbes, des adjectifs, en général en apposition, mais c'est un principe d'isolation, la position. Et quand on isole un élément, en général, c'est qu'on veut insister sur cet élément-là. Ça fonctionne avec le déplacement. Le déplacement, c'est un élément qui permet la mise en valeur. Vous vous rappelez que parmi les formes de phrases, il y a une forme de phrase qui consiste à mettre en valeur un certain nombre d'éléments. Vous me les rappelez, les 5 formes de phrases comme ça, rapides? Oui. Alors, exclamative. L'exclamation, c'est une forme de modélisation, puisqu'on met un sens. Donc, exclamative, elle fonctionne. Quoi d'autre? Négative. Négative. La phrase négative, elle donne en général, elle aussi, un sens. J'achète du pain, je n'achète pas du pain, c'est à peu près neutre. Mais quand on fabrique une phrase négative,
très possible que cette négation apporte un jugement de valeur de celui qui s'exprime. Quel autre type de phrase on a? Passive. La phrase passive, la voix passive, c'est une forme aussi de modélisation. Pourquoi? Parce que en général, le français, il met le sujet actif en premier. Le chat poursuit la souris. Le chat mange la souris. Quand on fait une voix passive, c'est que généralement, on veut insister sur un élément particulier, non pas sur celui qui fait, mais sur celui qui subit. Donc la construction de phrases passives, c'est en général une manière d'insister sur un élément particulier. Donc c'est un procédé de modélisation. Nous avons l'impersonnel, encore, comme forme de phrase. Donc, possible qu'elle porte un sens, c'est impersonnel. Quand on ne veut pas du tout se mêler du sens, on construira plutôt un impersonnel, mais ce n'est pas un élément de modélisation particulièrement courant. Et puis, il y a la cinquième, qu'est-ce que c'est la cinquième forme de phrase? Emphatique. Les phrases emphatiques, l'emphase, donc, c'est l'insistance sur. L'insistance sur quelque chose, et quand on utilise des emphases, c'est qu'on est sur une modélisation. Il y a des principes qui sont communs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un groupe prépositionnel qui est déplacé pour fabriquer une emphase. De ce fait-là, vous avez des outils qui sont utilisés pour insister sur un élément, pour donner du sens. Qu'est-ce que nous avons encore comme modalité de modélisation? Nous avons évidemment tout un ensemble de lexiques au point de vue des noms qui renvoient à des jugements de valeur. Si vous apprenez chien ou si vous prenez cabot, toutou, le toutou, il est plutôt positif, quand le cabot est plutôt négatif. Le chien serait neutre. Un marmot, c'est plutôt positif. Un lardon, c'est plutôt, on pourrait dire, comique. Un mioche, c'est plutôt négatif. Bon, oui, on a des gammes. Et dans ces gammes, les noms apportent un jugement de valeur. Un taco, une bagnole, une voiture, une maison, une cabane de jardin, c'est des hiérarchies dans les noms. Nous avons tout un ensemble de verbes. Donc alors, le lexique, les noms, les verbes. Nous avons tout un ensemble de verbes qui portent un jugement. En particulier, les verbes d'hésitation. Il achète du pain. Information. Je pense qu'il achète du pain. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il achète du pain. Qui est-ce qui achète du pain pour ce soir? Je crois que c'est Pierre qui achète du pain. On n'en sait rien. On hésite. Donc, on modélise le sens. La phrase « j'achète du pain », elle se trouve transformée par cette hésitation. Donc, hésiter, croire, penser, estimer, tout ce qui relève de l'hésitation. Tout ce qui relève de l'interrogation. Je me demande s'il achète du pain. Je m'interroge sur le fait que nous aurons du pain. Celui qui parle n'est pas sûr et ça se traduit. Qu'est-ce qui encore modélise les ordres? Tous les verbes qui indiquent un ordre, une phrase à fabrique et une phrase injonctive, donnent une position de celui qui parle par rapport au contenu. J'ordonne que, j'exige que, je veux que. Autre procédé encore de modélisation, tout ce qui relèvera
des temps et des mots. Le conditionnel, l'impératif, le futur. Le futur a tendance à donner soit une hésitation, soit un ordre. Le conditionnel, une hésitation. L'impératif, un ordre. Donc, ça permet de modéliser la phrase. Si vous avez du temps à perdre pour creuser cette notion-là un peu plus, vous trouverez sur le réseau mondial, vous trouverez 2 articles que j'ai écrits sur la notion de modélisation, sur un sujet qui est celui sur lequel je travaille, qui est celui de la fausse information, l'infox. Comment est-ce que les fausses informations sont fabriquées avec un surcoût de modélisation? Donc, je prends tous ces éléments de langage-là, je prends des informations qui sont reconnues comme fausses, et je montre comment celui qui émet cette information-là la présente véritablement comme étant à lui, modélisée. Autrement exprimé, je montre que quand on reçoit une mauvaise information, on y croit parce que celui qui l'a émise a clairement montré que c'était son avis à lui. C'est un peu contraire à l'intuition qu'on pourrait avoir. On pourrait penser que quelqu'un qui reçoit une fausse information, il l'accepte parce qu'elle est extrêmement neutre, scientifique, et qu'elle est extrêmement documentée. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on accepte les fausses informations parce qu'on croit celui qui parle. Ça explique, par exemple, que des hommes politiques dont on sait parfaitement que ce sont des menteurs. Alors, je vais faire une liste. Alors, il y a... non. Si j'en prends un qui est reconnu comme particulièrement menteur, qui est Donald Trump, par exemple, plus le temps passe, plus il dit des choses énormes, plus il a des lecteurs. Alors, pourquoi? Ben parce que toujours, quand il construit ses discours, il dit « moi je crois, moi je pense, moi je suis sûr. Si vous me croyez, moi je suis persuadé que... » Et donc, le public voit que ce qu'il exprime, ce n'est pas une sorte de vérité universelle mystérieuse, mais c'est une conviction très personnelle. Et comme les gens l'aiment, et qu'il s'investit, qu'il modélise beaucoup ses phrases, on accepte tout de lui. Je vais vous donner une phrase rigolote qu'il a fait. Il a dit, quand il a été élu au bout de 2 ans, il a dit « Je suis sur la grande couverture du Times, je dois être, moi, le président qui a été le plus en couverture du Times. » Et quand on regarde, il l'a été 11 fois et Nixon 40 fois. Donc c'est faux, c'est un mensonge honteux. Mais le public le croit. Pourquoi? Parce que moi, je crois que je dois être, moi, le... On a évidemment l'utilisation de tout ce qui relève des pronoms personnels, à quelque degré que ce soit, moi, je, moi-même, qui renforce la posture de celui qui parle. Alors, un petit exercice. Donc, il y a 2 articles, oui, si ça vous aimez. Il y en a un qui s'appelle Grammaire de la fake news, et puis il y en a un autre qui s'appelle Du tic à la tactique. C'est dans un journal qui s'appelle The Conversation. 1, 2, 3, 4. Vous avez ça sur le net. Après 5, 10 pages, vous avez lire. C'est ça. Donc, exercice en termes de concours. Comment assiste-t-on ici à une modélisation? Oui. La forme emphatique, oui. J'avais un exemple. La forme emphatique, c'est toutes les phrases qui sont construites pour insister sur un élément. Par exemple, je dirais, au lieu de dire, alors, je vais développer. Au lieu de dire j'ai acheté du pain, je vais dire du pain. C'est encore moi qui l'ai acheté. On construit la phrase pour qu'elle soit emphatique.
Je développe un petit peu. Les procédés de l'emphase. Qu'est-ce que je vous avais dit, qu'est-ce que c'est? Si vous prenez, donc ça, c'est mon chapitre 3. C'est les présentatifs. Les présentatifs, c'est par exemple les c'est. C'est moi encore qui ai acheté du pain. Donc le c'est permet d'assister. C'est lui qui a encore oublié de fermer la lumière. Pierre a oublié de fermer la lumière. Information. C'est Pierre qui a encore oublié de fermer la lumière. Encore, c'est le présentatif fait qu'on insiste, c'est une emphase. Il y a les anaphores. L'anaphore, c'est le fait qu'au début, on ajoute un mot qui sera répété. On en a un dans le texte de Giono que nous avons étudié l'année dernière, où il dit moi qui suis celui qui est le plus proche des bêtes, moi qui, etc., moi qui passe dans la ferme et les animaux me regardent, moi. Une répétition d'un moi au début qui permet d'insister sur ce mot-là, sur le moi. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons les inversions, que j'appelais tout à l'heure les déplacements, les inversions, mais aussi les répétitions. Du pain, j'ai acheté du pain. Modélisation, insistance sur pain. Comme vous avez des textes littéraires dans le champ de ce qui sera à analyser, c'est sûr que ces textes littéraires, ils seront davantage marqués par des postures de celui qui parle. Pour étudier un petit peu la modélisation, vous voyez qu'il faut maîtriser à peu près tout le reste de la grammaire. Donc Pierre préférait partir avant que ce foutu téléphone ne se manifeste encore et encore. Alors, qu'est-ce que nous avons comme modélisation là-dedans? Nous en avons 1, 2, 3, allez, nous en avons 4 procédés de modélisation dans cette phrase-là. 4 procédés de modélisation dans cette phrase-là. Alors, d'abord, il y a encore. Là-dedans, il y en a 2. Comment? Une imposition. Non, ce n'est pas une imposition. En pratique, comme disait encore longtemps. Donc, ce qui est plus clair, c'est que c'est une répétition. Quand on répète un élément, c'est qu'on veut insister sur cet élément-là. Donc, il y a répétition, encore. Comme je disais tout à l'heure, du pain, j'ai encore acheté du pain. Du pain. Ou alors, des chaussures, j'ai encore acheté des chaussures. Bon, c'est l'aspect exaspération. Parce qu'il y a le repérer, l'élément grammatical, et puis après, il y en a tiré des conséquences. Donc, répétition égale exaspération. Et puis, il y a l'usage d'un adverbe. Le encore marque qu'il y a répétition, ça c'est sûr, mais qu'il y a une forme de négativité dans cette répétition. Qu'est-ce que nous avons encore comme procédé? Donc là, il y en a 2, il y a la répétition et l'usage d'un adverbe. Les 2 marquant un aspect un peu négatif, on va dire l'exaspération. Il y en a encore 2 autres. Oui. Il y a l'adjectif qualificatif, qui, lui, est clairement négatif. Et puis, il y a préféré. Préféré, c'est un verbe qui porte un jugement de valeur. J'avais hésitation, interrogation, ordre. Enfin, plus généralement, j'ai des jugements. Espérer, refuser, préférer. Donc, j'ai 2 champs sémantiques, l'un avec le verbe, l'autre avec l'adverbe.
Et puis, j'ai une construction de phrase avec une répétition, un adjectif, sens sémantique de l'adjectif, qui permet de modéliser la phrase. Évidemment, ce serait encore sa mère qui lui proposerait un beau mariage. Un, on peut même dire deux, ensuite trois, quatre et cinq. Au moins 5 procédés de modélisation dans cette phrase-là. Alors, il y a l'adverbe, encore, donc, qui va signaler, là encore, la répétition, donc l'aspect négatif de la répétition. Alors ensuite, il y a le champ sémantique, et surtout, il y a le mode. Alors, qu'est-ce que c'est comme temps vous proposerez? Si c'était le futur, ce serait qu'il lui proposera. Donc c'est du conditionnel. Et conditionnel, ça montre donc qu'on n'est pas sûr. C'est ma mère qui me proposera encore de me marier. Ça, c'est le futur. Donc c'est sans doute cela, c'est vraisemblablement, c'est sûr que c'est ça. Proposerait, on n'en est quand même pas tout à fait sûr. Et ça va avec le serait, qui est aussi, ce sera futur, ce serait conditionnel. Donc le serait est aussi un temps. Il vous en manque 2,5. Alors encore, on a déjà un verbe. Alors il y a évidemment, qui montre aussi une sorte d'exaspération. Encore ça. Évidemment, ça va être encore. Et le fait qu'il est en apposition. Hein, il est isolé sur le début. La phrase normale serait plutôt, ce sera évidemment sa mère qui, le évidemment, il va plutôt adverbe avec le verbe. Donc les adverbes, leur place normale, c'est avec le verbe. S'ils ne sont pas avec le verbe, c'est qu'on les a déplacés. Et si on les a déplacés, pourquoi? Ben parce que ça porte un sens. Et évidemment, ce serait encore sa mère qui lui... Et puis, il y a un dernier qui est le beau, qui m'amène tout ce qui relève de la ponctuation au sens large. Ponctuation, donc on en a vu déjà un certain nombre, italique, les 2 points qui marquent les types de formes de phrases, une interrogation, on n'est pas sûr. Donc l'interrogation en soi, c'est un jugement. Achètera-t-il du pain? Je ne suis pas sûr. Il achète du pain, j'en suis sûr. Donc achètera-t-il? J'ai une posture vis-à-vis de cela. Donc l'interrogation, l'exclamation. Il y a aussi les 3 petits points. Quand on finit une phrase par 3 petits points, c'est que on suppose qu'il faut faire un rajout de sens à ces 3 petits points. Si je vous fais une phrase du type tu sais bien ce que je lui ai dit, 3 petits points. Je sais bien ce que je lui ai dit. Bah, vous comprenez par là que je lui ai dit des grosses méchancetés, ou que je lui ai dit quelque chose, en tout cas, qui est bien connu de nous. Donc, il y a un rajout du sens à mettre là-dessus. Ou une hésitation. Qu'est-ce qu'on pourra bien faire? 3 petits points. Les 3 petits points indiquent l'hésitation. Donc, les 3 petits points et l'écriture en italique. Le fait que beau, ce soit un terme positif, dans le contexte et le fait qu'on le met en italique, fait qu'on le suppose plutôt négatif. Sa mère va encore lui proposer un beau mariage. Très bien. Mais elle va encore me proposer un beau mariage. Et alors, un beau mariage. Il y a là une dimension. Je renverse le beau. Hein, le beau. Ah, qu'est-ce qu'il est malin, ce chien! Alors, soit il est vraiment malin, qu'est-ce qu'il est malin, ce chien? Soit, ah, qu'est-ce qu'il est malin, celui-là? Ben, il est plutôt con. Donc, le malin, il sera là en italique ou entre guillemets. Entre guillemets, qui fait qu'on comprendra qu'il faut lui faire un sens un peu différent.
Donc, nous avons évidemment un adverbe mis en apposition, deuxième procédé. On a des verbes qui nous marquent l'hésitation du fait de leur sens proposé, mais aussi du fait du conditionnel. On a la ponctuation, beau, en italique, ce qui renverse un petit peu le sens. Et puis il y a l'encore qui lui montre une sorte d'exaspération. Ce qui se traduit par la phrase suivante, par une phrase nominale, un beau mariage, point d'exclamation. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas du tout d'accord. Le point d'exclamation nous montre son mécontentement. Un beau mariage. Beau mariage. Elle pense qu'il accepterait. Là, on est beaucoup sur du plus simple, on est sur deux modalités finalement. Deux éléments qui renvoient à cette modélisation. Alors, qu'est-ce que nous aurions qui renvoie à cette modélisation? Eh bien, nous aurons tout d'abord le penser, donc le verbe, le champ sémantique du verbe, c'est l'hésitation, c'est un acte personnel, hein, elle pense, elle croit, donc c'est dans le lexique. Et puis, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben, nous avons le mode du verbe qu'il acceptera, ça c'est sûr, il accepterait, elle n'en est pas sûre non plus. Elle n'est pas sûre non plus qu'il accepterait. Son fiston faisait toujours ce qu'elle voulait. Deux éléments, le champ sémantique du nom, fiston. Le gamin va aller faire les courses. Gamin. Le ptio va aller nous remplir la carafe d'eau. Le ptio. Le fiston, la maman, elle veut. Fiston. Donc il y a une notion un peu d'affectivité là-dedans. C'est une modélisation d'affectivité. Une manière d'investir d'un sens personnel les mots. Et puis, son fiston faisait toujours ce qu'elle voulait. On a un adverbe. Mais surtout, si on a les trois petits points du bout, il faisait toujours ce qu'elle voulait. Est-ce qu'elle en est sûre? Est-ce que ces trois petits points marquent une certitude ou une hésitation? Son fiston, c'est toujours ce qu'elle voulait. Elle doute. Ou alors son fiston faisait toujours ce qu'elle voulait. Ah, c'est sûr. Selon elle, il lui faudrait toujours être un bon fils. Son frère, ce grand couillon, avait bien fait de partir au loin. Sa mère se demande s'il quitterait aussi le foyer maternel. Allez, vous essayez de me les pointer dans ces trois dernières phrases, les éléments de modélisation. Il y en a une petite dizaine, hein, phrase après phrase. C'est bon, fils.
Oui. Mais l'imparfait et conditionnel, c'est la même chose quand on veut comprendre. L'imparfait et constitutionnel, c'est la même chose. Manger, mangerait. Manger, mangerait. Ben, manger. Ah, ah, va falloir réviser mon cours sur la formation des verbes. Vous avez le radical. La marque de l'imparfait et la terminaison. Manger, S, S, T, O, N, S, Z, E, N, T. Et vous avez sur le verbe manger un cas particulier, c'est que pour que ça ne fasse pas manguer, on rajoute une lettre qui a pour valeur une valeur phonique. Maintenant, mangue, heure, et je compléterai par celui-là. Le futur, mangue, marque du futur, ER. Mangeur, terminaison, A, AI, pardon, AS, A, ONS, ZEV. Mangeur, ONT. Donc, la marque du temps futur, c'est celle-là. La marque du temps imparfait, c'est celle-là. Et le conditionnel, ben, c'est la marque du futur et la marque de l'imparfait. Donc, ce n'est pas du tout le même temps. Donc, il faudra, il fallait, ah oui, il fallait. Alors, la question, votre camarade pose une question importante, c'est sur le découpage des modes. Il y a 6 modes dans la grammaire traditionnelle. Parfois, on n'en fait plus que 5. Donc, c'est une description un peu différente. Il y a un mode, l'indicatif. L'indicatif, c'est ce qui est réel. C'est arrivé dans le passé, ça arrivera maintenant, ça arrive maintenant, ça arrivera dans le futur. Ensuite, vous avez le subjonctif. Le subjonctif, l'action numéro 2, elle dépend de l'action numéro 1. Il faut qu'il soit au courant. Il n'y aura pas il faut qu'il est au courant, il faut qu'il soit. Le soit dépend de il faut. Donc l'action numéro 2 dépend de la première, et c'est dans les subordonnées. C'est pour ça que le subjonctif, on le conjugue en que je sois, que tu sois, qu'il soit, que, il y a toujours le que. Troisième mode, l'infinitif. Alors là, c'est un tableau très compliqué, les usages de l'infinitif. Vous vous rappelez que l'infinitif, ça sert à faire des sujets. Pourrir est difficile. Pourrir, sujet. On a besoin d'un verbe qui est sujet, infinitif. Il sert à faire les compléments du nom. Une histoire pour rire. Il sert à faire des COD. Je veux partir. Bon. Alors, si vous voulez, je referai un cours sur les usages des différents temps et modes. Là, je fais vite. Donc, indicatif, le sur. L'infinitif, un usage particulier, sont des fonctions particulières du verbe. Le subjonctif, l'action 2 dépend de la première. Le participe, ça sert à former les temps composés ou les adjectifs. Nous avons ensuite il m'en manque un, l'impératif, les ordres. Et puis il y a la question du conditionnel, le 6. Alors le conditionnel, c'est une action qui, contrairement à l'indicatif, est probable. Donc c'est pour ça que c'est un mode en soi. Mais il y a une partie des grammaires qui considèrent que les temps du conditionnel appartiennent au champ de l'indicatif.
Ça n'a pas une incidence très très grande, juste il faut savoir le reconnaître. Donc ici, on en a un. Et ici, on en a un X aussi. Si vous avez un doute, vous vous demandez ce que c'est que l'imparfait. L'imparfait, c'est quitter. Et le futur, c'est quittera. Il quittera la maison. Donc, si ce n'est pas un quitter, si ce n'est pas un quittera, ben, ce qui reste, c'est un conditionnel. Alors, parmi les procédés de modélisation, bah oui, il y a l'emploi d'un mode particulier qui est le conditionnel. Qu'est-ce que vous m'avez trouvé d'autre? Alors, il y a l'usage des adverbes qui marquent selon celui qui parle. Selon elle, il lui faudrait toujours, c'est une vérité universelle, elle émet une idée ou un espoir qui est toujours. Alors, tous les adverbes de temps ne sont pas des modélisations, ça peut arriver. On en a un autre d'adverbe. Alors, c'en est un, effectivement, c'est loin. C'en est un d'adverbe. Est-ce qu'il nous donne un sens particulier? Peut-être. Il a bien fait de partir à l'autre bout du monde, de partir très loin, de partir celui qui parle, donc le Pierre en question, hein, c'est la première phrase, Pierre prêtait. Pierre pense que c'est bien de partir au loin. Il y a des circonstanciels de lieux qui sont plus modélisateurs, genre au diable Vauvert, à Pétaouchnok, à l'autre bout du monde. Ils ont davantage une valeur. Non, il y en a un là qui est très modélisateur, c'est celui-là. Donc des adverbes de modélisation. Qu'est-ce que vous m'avez trouvé d'autre comme élément de modélisation? Ah, il y a aussi, hein, parmi les adverbes. Oui, dites-moi. Alors, les adjectifs, il y en a un là, effectivement, il y en a un autre, ici. Deux adjectifs de valeur, bon et grand. Comment on sait que bien, ce n'était pas un adjectif? À cause de son féminin. Grand, grande, bon, bonne, bien, bienne. Non, bienne, non. Et donc, ça vous permet aussi de fabriquer l'autre, qui est mal, son opposé. Pourquoi mal, c'est un adverbe? Parce que ça ne s'entendrait pas s'il était au féminin avec un E au bout. Bon, bah, bien, mal, c'est deux adverbes. Bien, mal, deux adverbes. Comme ça qu'on s'en souvient. Les adjectifs. Nous avons ensuite, lié à la structure de la phrase, la position. Et il y en a une ici. On isole des éléments. On isole des éléments. Et ces éléments, celui-là en plus, il donne clairement une opinion. Celui-là, il donne vraiment clairement une opinion. Ça, c'est un groupe prépositionnel. Donc, il a une opinion particulière qu'il donne. Lexique. Ce grand con. Ce grand con, c'est affectif. Ce grand couillon, ça l'est encore plus. Donc, une dimension affective avec ce mot-là. Et puis enfin, il y en a un dernier qui donne un avis, bah, c'est se demander. Sa mère est sûre que, c'est une opinion. Sa mère s'interroge sur une hésitation, se demande une hésitation. Donc le personnage n'est pas sûr de ce qu'il dit. Ça nous donne une latitude d'interprétation. Ça nous dit que son opinion est à construire, elle s'interroge. Donc c'est une modélisation, c'est pas une certitude, c'est pas neutre. Il y a là l'incertitude qui apparaît.
Bon, donc vous voyez que dans une phrase normalement construite, fût-elle très simple, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont des éléments de modélisation. Alors, question numéro 1 qui peut vous être posée, c'est celle que je viens de vous poser, c'est repérer les éléments. Mais les sujets fonctionneraient plutôt sur un autre principe qui est repérer les éléments liés à l'exaspération. Donc, sur le sens, repérer les éléments liés à l'incertitude, repérer les éléments liés au comique, repérer les éléments liés à la peur, repérer les éléments liés à l'exaspération. Donc, on ne vous demande pas de relever tout ce qui modélise, mais seulement ce qui modélise l'exaspération. Alors voilà, question là-dedans. Repérer les éléments qui, et là, il faut me faire un classement. Il faut me faire un classement par catégorie. Exemple, ce qui montre l'exaspération, eh bien, nous avons un ensemble d'adverbes. Nous avons un ensemble, c'est la réponse, un exemple d'adjectifs. Et puis, etc., des catégories. Et puis après, vous allez mettre ce qui. Ce qui relève des adjectifs qui montrent l'exaspération, ce qui montre. Allez, je vous laisse faire 5 minutes ça, relever dans ce petit paragraphe. Et pareil. Comme ça, on va trouver les mots dans le texte. Alors là, les procédés, vous devez me trouver les procédés de modélisation, mais ne conserver que ceux qui montrent l'exaspération. Alors, exemple, Pierre préférait partir, ça ne montre pas spécialement l'exaspération, ça montre la volonté, ça montre le souhait, ça montre le désir. Donc ça, le souhait, la volonté, le désir, c'est une modélisation, mais ce n'est pas celle de l'exaspération. C'est le désir, le souhait, l'espoir, quelque chose comme ça. Mais il y en a certains là-dedans qui montrent spécifiquement l'exaspération. Alors, quels sont ceux qui montrent spécifiquement l'exaspération? Enfin, réfléchissez, puis il faut me faire un classement. Un classement de procédés. Je vous rappelle que dans les modèles que nous avons pour l'instant des sujets, on a quand même une dizaine de modèles de sujets depuis que le concours a été réformé. Sur cette dizaine de sujets, il y a toujours une question qui est une question sur une thématique. Vous releverez dans ce texte le champ de ou les procédés qui, dans l'occurrence, vous relèverez les procédés qui permettent de faire émerger l'exaspération du narrateur dans le texte. Et je vous en ai donné deux exemples, deux catégories. Il faut maintenant mettre les mots qui vont avec.
au moins une dizaine de procédés. Rappelez-vous que la grammaire, c'est un classement très fonctionnel. Prenons-les au fur et à mesure qu'ils arrivent. Pierre préféré, donc j'ai dit préféré, ça montre le souhait, le désir, la volonté. Partir avant que ce foutu téléphone, bon ben là on a quelque chose. On a un adjectif qui nous donne une idée d'exaspération. Cette connerie de téléphone ne se manifeste encore, encore et encore. Donc on a un adverbe, encore, 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 encore. Mais on a aussi un principe qui est la répétition. Encore, encore, encore. Petite question qui va voir votre degré de réveil. Transformez-moi le verbe manifester, qui donne juste une information, avant que ce téléphone ne sonne, avant qu'il ne se manifeste, en une exaspération. Comment faire pour remplacer-moi manifester par autre chose qui nous montrerait l'exaspération de l'auteur? Pierre préférait partir avant que ce foutu téléphone ne lui déglingue encore les oreilles, encore, encore et encore. Il lui déglingue les oreilles, c'est pas spécialement positif. On peut avoir une question qui est la question justement de la modélisation. Dans ce texte qui marque l'exaspération, transformer les éléments d'exaspération en des éléments de contentement. Pierre préférait partir avant que ce
ce nouveau téléphone, ce téléphone enchanté ne se manifeste. Peut-être que le préféré partir aurait du mal à se transformer en positif. Mais ça peut être une autre question, de même qu'on vous donne la voix active, on vous dit maintenant passez-nous ça au passif. Eh bien, on vous dit c'est un texte négatif, passez-le en positif. Le bon devient, le mauvais devient bon, le mal devient bien, etc. Évidemment, donc, nous avons ce tableau-là, je supprime le encore. Évidemment, ça nous donne un adverbe, mais ça nous donne aussi autre chose, ça nous donne une apposition. Évidemment. Ce serait encore, mais déjà, sa mère qui lui proposerait un beau. Donc, beau, je l'ai ici, mais j'ai aussi la ponctuation. Et j'ai dit que dans la ponctuation, il y avait les italiques. Qui se traduira cette fois-ci, pour la fois d'après, par l'exclamation. Elle pense qu'il accepterait. Son fiston faisait toujours ce qu'elle voulait. Alors, là-dedans, j'en mettrai deux. Je mettrai celui-ci et celui-là. Pourquoi? Parce qu'il faut se placer dans la position de ce Pierre qui se trouve infantilisé. Le chien-chien a sa mémère, il a mangé ses croquettes. Bon, le chien-chien a sa mémère, c'est infantilisant. C'est pas spécialement positif. Son fiston, alors, moi je suis quoi? Je suis le fiston. Je suis pas un adulte, je suis le fiston. Donc il y a un aspect un peu négatif, il y a un aspect un peu infantilisant. Donc pour lui, c'est exaspérant de peut-être de ne pas être un adulte, peut-être être un fiston. Ce qu'elle voulait, exaspération, je veux dire qu'elle fasse ce qu'elle veut. Il lui faudrait toujours être un bon fils. Alors il y a un adverbe qui marque son enfermement et puis le bon fils qui montre son mécontentement. Le grand couillon, est-ce que c'est de l'exaspération? Non, c'est plutôt affectif, je dirais. Avait bien fait de partir au loin, sa mère se demande s'il quitterait le foyer maternel. Bon, donc on n'en a pas tant que ça, mais on a 2-3 adverbes, on a une exposition, on a des adjectifs, ça fait 2, 3, 4, qui avait toujours 5, il y a une dizaine de procédés. Une dizaine de procédés qui montrent. Donc il faut être capable d'utiliser cette idée de modélisation, tant du point de vue des procédés mis en œuvre, donc de la grammaire proprement dit, que du sens. Qu'est-ce qui fabrique le sens de? Qu'est-ce qui fabrique le sens? Désir, de l'interrogation, de la certitude, de l'exaspération, du contentement. Si on vous disait qu'est-ce qui fabrique l'hésitation, c'est penser, c'est se demander, c'est les conditionnels. C'est le groupe prépositionnel selon elle. Selon moi, il achètera du pain. Pas sûr. Donc, il achètera du pain, c'est sûr. Selon moi, il achètera du pain, c'est modélisé. Il y a une incertitude là-dedans qui est liée à moi. Est-ce que sur cette notion donc de modélisation ou d'énonciation en général, c'est-à-dire en ajoutant les diécritiques, vous avez des questions? Bon, très bien. On en reste là sur cette notion. Alors, ce que nous allons enclencher maintenant, c'est un grand parcours sur les deux grands champs pédagogiques sur lesquels vous allez peut-être, vraisemblablement pour une part d'entre vous, être interrogé à l'oral, c'est la lecture et l'écriture. Pourquoi?
il y a un tiers des sujets qui sont cycle 1, un tiers des sujets qui sont cycle 2 à l'oral, un tiers des sujets qui sont cycle 3. Donc, vous pouvez vous dire que vous allez être répartis selon ce grand schéma-là. Et puis, il y a le grand mécanisme qui est l'écriture, grand mécanisme qui est la lecture, grand mécanisme qui est la langue. Et la langue intervient dans les deux autres champs. Donc, vous serez interrogé sur ces différents grands champs-là. Alors, pour commencer, je vais vous faire un peu une carte mentale qui va représenter les grands domaines que l'on interroge lorsque on parle d'écriture. Et en particulier, je vais commencer par le cycle 1. Donc, on va commencer aujourd'hui, puis on finira la semaine prochaine, cycle 1. Et puis ensuite, on va se concentrer cycle 2 et 3. Cycle 2 et 3, ça va nous faire, oui, 3-4 cours. Hein. Ils vont se suivre là sur la notion d'écriture. Et puis, au semestre suivant, on aura aussi 3-4 cours sur la compréhension en lecture. Donc, si j'interroge la notion de cycle 1, entrée dans l'écrit. Entrée dans l'écrit. Qu'est-ce que ça recouvre, cette entrée dans l'écrit, comme grand domaine d'étude? Qu'est-ce que ça recouvre comme grand champ d'apprentissage pour les élèves? Eh bien, ceux qui n'y réfléchissent pas, ils me diront quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est qu'un des grands champs d'apprentissage lorsqu'on entre dans l'entrée dans l'écrit, c'est la systématisation de la relation graphophonologique. Systématisation de la graphophonologie. Et de fait, on ne peut pas dire qu'on sait lire si on n'est pas dans cette systématisation de la relation entre une lettre et un son, mais surtout entre un son et des graphies. Le feu, le F, le PH, le O, un spectacle, le O, A-U, O, E-A-U, O-T, dans TO, qu'est-ce qui fait l'écriture du O? Ben, c'est le O-T. T se prononce pas, ça reste O circonflexe en tout cas. Et puis évidemment, les compliqués comme le S par exemple, le son SE, pardon, le son SE par exemple. Donc évidemment, entrer dans l'écrit, c'est aller vers une systématisation de la graphophonologie. Mais, et c'est pour ça que je commence par celui-là et que je dis que ceux qui répondent ça répondent un peu à côté de la plaque, c'est parce que cette systématisation, elle arrive plutôt en CP. C'est la classe de CP qui va fabriquer cette systématisation. Donc, quand on parle de cycle 1 et d'entrer dans l'écrit, on parle à peine de systématisation. Ce dont on parlera davantage, c'est tout ce qui relève de la discrimination. Alors là, oui, là, le cycle 1, il est discriminatoire. Et cela va se passer comment? Eh bien, ça va se passer par toutes les activités de phonologie qui relèvent de cette discrimination. Sur Moodle, vous irez jeter un œil, il y a tout un ensemble, tout un dossier sur la phonologie qui reprend un certain nombre d'éléments que nous avons étudiés l'année dernière et qui sera l'élément qui terminera cette année de cours. Je ferai un ensemble de séances sur la phonologie. Cette phonologie, il faut l'interroger selon quelle modalité. Donc, vous vous rappelez qu'une carte mentale, c'est un point d'étude, et puis il part dans un certain nombre de directions. À la fin, la carte mentale est plus lisible, parce que c'est plein de flèches partout, on ne sait plus par où on l'étudie. Ce qui est important, c'est de voir quelle est la logique qui unit les lignes, qui unit les ensembles reliés par des flèches. Donc, qu'est-ce que nous avons à étudier dans cette phonologie? Nous avons à étudier tout ce qui relève de l'acquisition du son,
Rappelez-vous que les enfants, ils apprennent les sons, à distinguer les sons et à la prononcer selon des maturations différentes au point de vue donc de leur aptitude cérébrale et phonologique, leur appareil phonatoire. Par exemple, c'est ce que nous avons vu l'année dernière quand j'ai étudié l'apprentissage de la lecture. Par exemple, le che, le ze peuvent s'acquérir entre 5 ans et demi et 7 ans. Donc un élève de CP peut encore avoir des difficultés entre le che et le ze. C'est normal. Ça peut venir très tôt, cette distinction, mais un peu plus tard. Donc nous avons en phonologie toutes les interrogations sur l'acquisition des sons. Nous avons toutes les interrogations sur les activités de phonologie. Comment on fait pour apprendre à un élève à discriminer le son O, le son A, le son P, le son B? Alors, il y a des activités liées à la syllabisation, qu'on pourrait appeler aussi le séquençage. Il y a tout un ensemble d'activités qui sont des activités d'isolation. Et je crois que je vous avais dit l'année dernière, sinon, je vous le redis cette année, je fais un cours spécial à Infono. C'est qu'il y a 3 lieux privilégiés pour repérer les sons. C'est prioritairement la rime, c'est-à-dire la fin, prioritairement l'amorce, c'est-à-dire le début, et plus difficilement l'intérieur des mots. Donc, si vous voulez repérer facilement le son O, vous le mettez d'abord sur tout un ensemble de mots à la fin. Vous le mettez ensuite plus difficile au début du mot, orange, orang-outan, et puis plus difficile à repérer quand il est au milieu du mot. Donc, entrer dans l'écrit, c'est faire de la discrimination, et tout le champ de la discrimination phonologique, comment on acquiert les sons, quelles sont les activités d'isolation du son, les activités de séquençage des mots qui permettent de voir où se trouve le son. Oui, alors j'ai écrit mal, je corse, c'est quoi que vous voulez? Isolation, activité phonologique, syllabisation, séquençage. C'est à côté de l'amorce. Amorce, il y a intérieur du mot, l'amorce, la position interne, intérieure et la rime. Mais qu'est-ce que nous avons aussi? Vous comprenez bien que si vous avez la discrimination phonologique, vous avez aussi la discrimination visuelle. Discrimination visuelle. Le son, oreille, discrimination visuelle, cortex visuel. Donc, discrimination visuelle, elle va passer par quoi, cette discrimination visuelle? Comment on fait pour faire repérer les lettres aux enfants? Eh bien, elle va passer, par exemple, par les rituels. Ceux qui sont en maternelle parmi vous, qu'est-ce qu'il y a dans les rituels 8h40, 9h moins 10, 9h, 8h40, 9h, des rituels qui ont pour objet d'apprendre aux enfants, d'une part, il y a la discrimination phonologique, mais aussi la discrimination visuelle des lettres. Qui est-ce qui est en maternelle parmi vous? Nobody? Ah bon, si, une. Bon, vous avez, par exemple, tout ce qui relève, parmi les rituels, vous avez tout ce qui relève de l'appel. On ne fait pas l'appel en maternelle, pas machin, présent, machin, je suis là, machin, non. Ça fonctionne avec des petites cartes de présence. Sur la carte de présence, il y a le nom de l'élève et puis il y a sa photographie. On apprend à l'élève comment il a une initiale, à quoi elle ressemble cette initiale, comment elle se prononce cette initiale, et puis quand on a un autre nom qui se balade, est-ce que vous avez des lettres en commun? Donc le rituel
qui consiste à se demander qui est là, qui n'est pas là. C'est un rituel qui a à la fois pour objet de signaler la présence des lettres, mais de discriminer les lettres. Ah, ben celui qui est absent, il a la même lettre que moi, la même initiale que moi. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est ta lettre initiale? C'est feu, Florent. Alors, elle se prononce comment? Ben, feu. Donc, on cherche un absent en feu. Frédéric. Mais parmi les rituels, nous avons aussi la date. Quel jour sommes-nous? Ben, il y a des lettres là-dedans. Quel mois sommes-nous? Ben, il y a des lettres là-dedans. Tout ce qui relève du rituel qui met en scène le jour, la date et la présence des individus, c'est des rituels qui sont des rituels qui contribuent à la discrimination visuelle. Qu'est-ce qui va encore contribuer à la discrimination visuelle? Nous avons tout ce qui relève de l'observation d'albums. Quand vous allez lire une histoire, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, vous allez dire, excusez-moi, ça sonne, j'ai un nouveau téléphone, je ne sais pas comment l'arrêter. C'est très problématique parce que sonne n'importe quand. Allez, éteindre. Comme ça. Les albums. Vous voyez, nous avons un album ici. Je vous lis le titre. C'est Boucle d'or. Boucle d'or. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette lettre? Qui est-ce qu'il a cette lettre-là dans son prénom? Celle-ci, quelle est-elle? Boucle d'or. Boucle d'or. Les albums, c'est le lieu de la discrimination visuelle. Et ce qui peut servir aussi à cela, eh bien, c'est la dictée à l'adulte. Dictée à l'adulte, je ne sais plus si nous l'avons fait l'année dernière, sinon nous le ferons bientôt. C'est la dictée d'une lettre pour envoyer à un correspondant. La petite fille, on lui dit présente-toi pour les correspondants, et puis elle dicte je me lave les mains avec du savon. Bien embêté l'enseignant. Bon, ben, la dictée à l'adulte, ça montre les lettres, ça montre au fur et à mesure le son et les lettres. Donc, dans l'entrée et dans l'écrit, il y a certes la systématisation, mais elle ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas les activités discrimination sonore, discrimination visuelle. Qu'est-ce que nous avons encore qui est très important dans cet axe-là? Nous avons tout ce qui relève évidemment du geste graphique. Pas moyen d'écrire quand on n'a pas le geste graphique. Or, le geste graphique, ce n'est pas simplement fabriquer les lettres. Alors là aussi, je suis un petit peu dans le pâté. Je ne me rappelle plus si nous avons observé les différentes étapes de l'entrée dans le geste graphique, la maîtrise du plan, ensuite la maîtrise de la ligne, ensuite la maîtrise de la verticalité. On a fait tout ça? On a fait. Bon, alors donc, je vais très vite. On a la maîtrise du plan. Donc, on a des supports de ce type-là, avec ici un objet, et on apprend aux élèves que c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir remplir quelque chose. On a des supports donc, qui varient l'occupation par les textes et les images pour que l'élève comprenne qu'il y a des espaces. La maîtrise ensuite, après la maîtrise du plan, la maîtrise de la linéarité. On va avoir un wagon ici, un wagon là, un wagon là, un wagon là, et puis on va remplir avec des choses. L'horizontalité, la verticalité et la régularité. Ça, c'est les trois grandes notions de la linéarité, c'est horizontale, verticale, régularité. Tant qu'on n'a pas ça, on n'écrira pas. On ne peut pas accepter qu'on s'appelle Laurent. Ah, non, c'est sur une ligne, unique. Donc, linéarité. Ensuite, on a effectivement la notion de forme. On a les ronds, les cercles. On a les boucles, les grandes et les petites. On a les coupes, les U, les I. On a les ponts, les N, les M. Bon, et puis après, on a les demi. Les demi-ponts, les demi-boucles, les demi-cercles
le C, maîtrise de la forme. Et puis, cela permet les lettres, et puis surtout, ça permet la systématisation. Il va falloir faire ça au kilomètre. Des lignes de S, des lignes de X, des lignes de, etc., pour que on entre véritablement dans le principe. Qu'est-ce que nous avons encore? Systématisation. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise géographique? C'est maîtriser l'espace, c'est maîtriser les lignes horizontales, verticales et la régularité. Régularité, hein, je vous rappelle ce que c'est le fait que finalement, on écrit selon ce principe-là, mais qu'en plus, il y a un espace ici qui est le même que celui-là, qui est le même que celui-là, celui-là. Donc là, on met une lettre, la lunette, la lunette, la lunette. Le fait qu'il y a un espace précis pour... On ne peut pas avoir un F comme ça, un L comme ça, un L comme ça, et un R. Il faut qu'il y ait une régularité dans l'écriture. Systématisation. Qu'est-ce que nous avons encore au-delà de ce geste graphique? Eh bien, nous avons très important, et on ne peut pas écrire tant que ce n'est pas maîtrisé. Nous avons ce qui relève des fonctions de l'écriture. De stylo, c'est juste parce que le mien commence à être fatigué. Là aussi, je crois que nous avons fait un petit quelque chose sur les fonctions d'écrit quand nous avons observé des retranscriptions de séances, en particulier une sur le jardinage, je crois. La question, c'est à quoi sert l'écrit? On ne peut pas entrer dans l'écrit si on n'a pas, il y a un petit accent ici, s'il n'y a pas la notion de ce à quoi ça sert. Vous m'en donnez 5 ou 6 de fonctions d'écrit? À quoi ça sert d'écrire? Raconter, effectivement. Donc, comment faire pour que les élèves comprennent qu'une des fonctions de l'écrit, c'est raconter? Eh bien, il y a 2 grandes dimensions de raconter. Il y a raconter, ce serait aussi narrer. Narrer, N-A-2-R-E-R, la narration. Narrer en situation, sur cette image-là, voilà ce qui est écrit. Il sortit de la forêt. Il sort de la forêt. Cycle 1, c'est plus il sort de la forêt. Il sort de la forêt et il voit. Voilà. On montre que le support, il sert à raconter. Ou alors, c'est du langage d'évocation. On va essayer de raconter en se souvenant, en s'appuyant sur ce dont on se souvient. Grande section de matériel. Donc, grande fonction, raconter. C'est une histoire. Quelles sont les grandes fonctions encore de l'écrit? Énumérer, ça relève de la description, et communiquer. Comment faire pour faire énumérer? Eh bien, ça, c'est vraiment du langage d'évocation. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'on a sur cette image? Ah, on a ceci, on a cela, on a encore ceci. Pour énumérer, donc raconter le support royal, c'est plutôt l'album. Pour énumérer le support royal, c'est plutôt l'image, plus la dictée à l'adulte. On va fabriquer des affiches. Affiches, qu'est-ce que vous voyez ici? Ah, vous voyez un chapeau. Alors, je le note chapeau. Les élèves ne savent pas lire. Sauf qu'ils vous voient, ils voient que la liste, on a dit 3 mots, ça donne 3 maîtrises de l'espace, 3 occupations de l'espace différentes. Affiche. La communication, comment on comprend que l'écrit, ça sert à communiquer?
Eh bien, par des dispositifs comme celui que nous avions vu dans un des cours, à savoir qu'on fait une dictée à l'adulte pour envoyer un mot à une autre classe ou à la classe d'à côté, ou cette partie de la classe-là, ce groupe-là va communiquer quelque chose à cette partie de la classe-là. Mais on a aussi surtout un grand objet qui fait comprendre cela, c'est le cahier de liaison. Qu'est-ce qu'on fait lors de la première, deuxième, troisième séance de maternelle? Eh bien, on finalement customise, on décore l'objet brut, le cahier, qui va servir à communiquer avec les parents. Et cet objet que l'élève amène le soir, ramène le matin, qui contient des écrits que les parents voient, auxquels ils répondent, communiquer avec des présents, communiquer avec des absents. Communiquer avec des présents, avec des absents. Tout ce qui relève aussi du cahier journal, on va montrer aux parents ce qu'on a fait à l'intérieur de la classe, donc on communique au moyen de cet objet. Regardez ce qu'ont fait vos enfants. Communiquer. Qu'est-ce que nous avons comme autre grande fonction de l'écrit? Alors, écrire, une fonction de l'écrit, c'est d'écrire. Ben, je l'ai mis plutôt dans énumérer. Mais effectivement, on pourrait refaire une. Très bien, mémoriser. Mémoriser, ben, c'est plutôt aussi le domaine de l'affiche, le domaine de la dictée à l'adulte, le domaine de la relecture. Pour nous aider à mémoriser, on va réaliser des outils qui sont justement des outils de facilitation de l'accès à la mémoire. Quand ils sont petits, très petits, on fait par exemple des images, on va ordonner des images. À quoi ça sert? En soi, ça ne sert pas à grand-chose, mais si on lui donne comme objet d'aider à la mémorisation des épisodes, ça fonctionne. Et puis l'écrit va aider évidemment à mémoriser. Pourquoi vous prenez des notes, vous? C'est bien parce que vous devez mémoriser ce que je dis, et puis que sans notes, vous vous en rappelleriez un peu moins. Mémoriser. Qu'est-ce que nous avons comme autre grand domaine? On a informé. Alors, communiquer, vous voyez, ça suppose un échange. Informer, c'est monolithique. C'est dans un téléphone, ça communique, il y a un échange. Une télévision, ça informe. Il n'y a pas d'échange. Vous pouvez bien lui parler et vous répondra pas. Donc, c'est un peu différent. C'est sur les postures de destinataire et d'émetteur. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons réfléchir. L'écrit, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui permet de poser des éléments pour les mémoriser, mais aussi pour les conserver et les analyser. Et puis, j'en mettrai un dernier, qui est conserver l'information. Vous vous rappelez de ce que nous avons fait hier? Hier, nous avions réalisé une petite affiche avec les 3 grands mots. Alors, qui peut me dire ce mot-là? Qu'est-ce que nous avions dit sur le personnage? Ah, il était avec un chapeau. Oui, alors là, il marqué chapeau. Il était avec à la main, qu'est-ce qu'il avait? Il le mettait sur son dos, un sac à dos. Sac à dos, c'est ce que nous avons marqué ici. Et les élèves, même s'ils sont complètement infoutus de lire, il n'empêche qu'ils voient comment un adulte, ça gère l'écrit pour conserver l'information. Et donc, une fonction de l'écrit, c'est de conserver l'information. Qu'est-ce que nous avons encore? Il y en a encore 2. Ceux qui piaffent d'impatience, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore la compréhension des supports de l'écrit. Et il y a... On va faire 2, lequel se divisera. Dans les supports, il y a tout ce qui relève
des matériaux, en quelque sorte. On écrit sur des affiches, on écrit sur des feuilles, on écrit sur des post-it, on écrit sur les murs, on écrit sur... voilà, il y a toute une modalité de l'écrit. Rappelez-vous que si on transfère cela sur le fonctionnement de l'aire du cerveau qui sert à écrire, vous vous rappelez, c'est un de mes cours de l'année dernière sur la lecture, qui sert à lire, c'est une zone du cerveau qu'on appelle le gyrus, il est torsadé, gyrus fusiforme gauche, il est sous l'oreille, partie inférieure gauche du cerveau. Cette zone qui sert à la lecture, elle a un fonctionnement particulier, elle est insensible théoriquement, sauf justement quand elle dysfonctionne, elle est insensible à la police de caractère et à la case. Effectivement, si je vous écris F, L, O, R, E, bon, vous allez finir par lire Florent. C'est-à-dire que la case est indépendante. Et la police de caractère est indépendante aussi. C'est pour ça que ça nous permet de lire les écritures manuelles. Parce que le cerveau arrive à lire, quelle que soit la police de caractère, quelle que soit votre écriture à vous ou l'écriture de l'ordinateur. Mais il n'empêche que ça se traduit par le fait que nous avons des supports très différents que nous pouvons lire. Donc, nous avons des supports très différents que nous pouvons écrire. Parce que nous avons une capacité de lire indépendante de la case ou de la police de caractère, nous avons des supports qui sont très diversifiés. C'est ce qui pose problème en termes de dyslexie. Dyslexiques, ils ont des problèmes justement sur cette capacité à lire tous les supports. Et la particularité de cette zone de la lecture, elle s'active à droite et à gauche, en haut et en bas. Si vous me présentez quelque chose ici, je peux le lire. Quelque chose ici, je peux le lire, là-haut, là en bas. C'est le principe de la publicité aussi sur la route, c'est qu'elle apparaît n'importe où et de manière inattendue, et je peux la lire tout le temps. Donc il faut comprendre qu'il y a des matériaux, en termes de support, il y a des objets d'écriture. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des genres. Alors sur le cycle 1, les deux grands genres qui sont ceux de l'écriture, c'est l'imagier et c'est l'album. Album et imagier. Imagier, ça me fait d'ailleurs penser qu'on avait commencé quelque chose qu'on n'a pas fini. Si on ne me rappelle pas les trucs, moi ça passe. Donc imagier, on avait commencé à regarder un imagier et construire une séquence à partir, on n'a pas fini. Peut-être qu'on fera ça quand même prioritairement la prochaine fois, finir la séquence à partir de l'imagier. C'est les deux supports du cycle 1. On pourrait rajouter la fable, c'est plutôt le cycle 2, la fable quand même, à cause du fait qu'elle est versifiée pour une part d'entre elles. Entrer dans l'écrit, c'est maîtriser les supports de l'écrit, les supports matériels et les genres de l'écriture, l'album, l'imagier. Et puis, évidemment, entrer dans l'écrit, c'est articuler l'écrit avec ce sans quoi elle peut fonctionner, c'est la lecture. On ne peut pas lire sans écrire, on ne peut pas écrire sans lire. Dans les faits, historiquement, c'est un peu faux, puisqu'on a toujours eu des gens qui savaient écrire leur nom, mais qui ne savaient pas lire. Nous, en tout cas, on ne peut pas penser un principe d'écriture sans un principe de lecture. Donc, l'autre, oui. Album. Donc, si on vous pose une question en termes de concours sur l'entrée dans l'écrit, comment l'élève fait pour entrer dans l'écrit? Eh bien, il faut évidemment dire que, si on vous pose une question sur le CP, le principe de cet écrit au CP, c'est d'arriver aux systématisations de la relation phonologique. Et c'est pour ça que le manuel de CP, il est par page qui renvoie à des sons et à des lettres. Mais que cette entrée dans l'écrit, elle a déjà tout un travail, immense travail, dans des grandes directions au cours du cycle 1. Et cette immense direction au cours du cycle 1, elle se fait
et c'est la difficulté, elle se fait sur un principe de bain, de mise en situation de l'élève de manière répétée dans des contextes variés, mise en contact avec ces différentes dimensions. Et c'est là la grande différence entre les cycles. Je vais changer de stylo. Le cycle 2, il y a une programmation qu'on pourrait dire linéaire. On va faire d'abord le A, ensuite le L, ensuite on va faire le O, ensuite on va programmer de page en page l'acquisition des sons, et ce qui est fait n'est plus à faire. On y reviendra, hein, bien sûr, mais une fois que vous avez acquis le I, par exemple, A, I, L, voilà, c'est les trois premiers en général dans n'importe quelle méthode de lecture, A, I, L. Une fois que vous avez acquis ceux-là, on va tellement les manipuler par la suite qu'ils seront acquis, on ne refera pas un cours sur le A, sur le I ou sur le L. Alors que tout le reste, l'entrée dans l'écrit en cycle 1, c'est une prolifération d'activités, et cette prolifération d'activités, elle se déroule sur 3 ans, et les élèves vont y accéder à ces différentes notions très progressivement. D'ailleurs, j'en oublie un de mes de flèches. C'est celle qui est, que je vais l'appeler de deux manières, c'est l'expérimentation. Mais c'est aussi le champ de l'écriture qu'on appelle essayer. L'écriture essayée. Là aussi, on impose parler l'année dernière. Alors, attendez, je me concentre. Je suis dans écriture cycle 1. Vous vous rappelez que les élèves ils passent en termes d'écriture essayée, c'est-à-dire de tentative d'écriture, dans en général 4 phases d'écriture. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les écritures pré-alphabétiques. Vous vous souvenez de ça? On avait vu ça ou pas? Oui. Donc les écritures pré-alphabétiques, ils font des dessins. Enfin, ils font des dessins. Ils ont compris un truc, et ils ont compris, par exemple, ici, la linéarité, le sens d'écriture. Ils partent de là, ils vont là. Ils ont compris que c'est des dessins qui sont dans des cases, dans des espaces limités. Et donc, ils y vont essayer d'écriture. Écrivez-moi anticonstitutionnellement, de toute façon, ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais hop, ils nous font une écriture avec des dessins. Ils ont compris que c'est des dessins. Et ça se traduit assez rapidement par le fait qu'ils savent que les dessins ont un champ assez limité qui est au début des lettres de leur prénom. Donc, dans toute écriture, quel que soit ce qu'on écrit, ils vont nous faire des O, des A, des I pour celui-là avec des W. Et celui-là, il s'appelle William. Et on comprend bien pourquoi. Parce qu'il a compris qu'il y a du W, du O, du I, et il en met à toutes les sources. Ça, c'est la première étape d'écriture, essayer. La deuxième étape d'écriture, c'est ce qu'on appelle des écritures segmentées. Ils ont compris que ça se coupe en morceaux. Pourquoi est-ce qu'ils ont compris que ça se coupe en morceaux? À cause de cela, de cette partie-là que vous avez, qui est qu'en phonologie, on leur apprend qu'il y a un séquençage, une syllabisation, et puis au bout du compte, une isolation des sons. Donc quand on leur dit chaton, eh bien, ils ont conscience que le chaton, il y a là-dedans plusieurs séquences, il y a un séquençage, donc ils vont nous faire des découpages mauvais, mais c'est un état de la compréhension, le fait qu'il y a des temps. Le troisième temps, ce qu'on appelle les écritures phoniques, en plus, ils ont compris que leur prénom commence par un feu, et puis qu'il y a un an dedans. Et donc, ils auront tendance à repérer dans les éléments qu'on leur donne à l'oral
la présence de ce feu et la présence de ce en. Donc, par exemple, on dira la farine, eh bien, Florent, en l'occurrence, si c'était moi, je repérerais qu'il y a un feu dedans, donc je mettrais le feu. Chat, par rapport à chatte, ben, il y a un élément sonore qui est commun. C'est les écritures phoniques, la tendance phonique. Je sais que le symbole est limité et je sais que certains symboles. Et puis enfin, il y a la tendance alphabétique où là, ils commencent à maîtriser un certain nombre de sons et de lettres qu'ils ont systématisés. Par exemple, on reconnaît que dans chat, chatte et chaton, il y a des éléments qui sont communs et que je sais faire de surcroît. Donc, je sais faire le che et le a, je sais faire le te, et puis je ne sais pas faire le on, mais ça pourrait se faire d'une certaine façon. Avec des parties inventées parfois. Oui, cet élève-là qui nous écrit chat, chatte et puis chaton, eh bien, il a un problème discriminatoire très clair entre le che et le je. Che et je. Et c'est très normal parce que c'est des sons qui s'acquièrent très tardivement. Donc, il met des je à la place des che, c'est pas un problème. Le a, il l'a acquis, le te, il l'a acquis, donc il l'utilise. Résultat, donc, résultat, quand on vous interroge sur l'écrit ou sur l'entrée dans l'écrit. Eh bien, sur l'entrée dans l'écrit, il faut que vous montriez tout d'abord que vous avez compris que cette entrée dans l'écrit, ce n'est pas du tout la maternelle, le CP. On aimerait bien que les ministres d'éducation nationale ils le sachent. Pourquoi? Ben, parce que 3 ministres d'éducation nationale sur 4 a un mépris complet pour le cycle 1. Un ministre qui s'appelait Darcos avait dit qu'on n'avait pas besoin de bac plus 5 pour changer les couches. Grande mission du cycle 1, changer les couches. Et un autre très très récent, pas celui-là, celui d'avant, mais encore un autre juste avant, avait dit que pas besoin d'un bac plus 5 pour surveiller la sieste. Ce qu'on fait en cycle 1, fait la sieste. Hein. Mais là, ce n'est pas les profs qui font la sieste. Dommage. Bon, mais non, certes, il y a une grande mission du CP, formidable CP qui apprend à lire et écrire. Mais tout ça, ça ne s'improvise pas. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Et donc, première action que vous faites quand vous êtes interrogé sur l'écriture ou l'entrée dans l'écrit, vous rappelez que le cycle 1 a un rôle fondamental qui pourrait se résumer à toutes les activités discriminatoires phonologiques et visuelles, et vous n'entrez pas plus loin. Si le jury veut vous titiller, il dira, mais alors c'est quoi les activités de phonologie? Puis là, vous répondrez, parce que vous l'avez constitué dans votre esprit, la phonologie, bah, c'est tout ce qui est de l'acquisition du son, bien sûr, mais c'est tout ce qui est du séquençage, de la syllabisation, c'est tout ce qui est l'isolation des sons. Alors, si vous voulez vraiment vous embêter, dire, bah, alors, puisque vous parlez de ça, c'est quoi les étapes un peu de difficulté dans l'isolation des sons? Vous direz, bah, c'est facile à la rime, ça c'est facile à l'amorce, c'est un peu plus difficile quand le son est intérieur. Pareil, si vous attaquez sur la discrimination visuelle, vous l'aurez. Mais vous direz aussi, l'entrée dans l'écrit, c'est évidemment celui du geste graphique. Et le geste graphique, il ne s'apprend pas uniquement en CP. Il s'expérimente dans ce qui est absolument essentiel au cycle 1, c'est la maîtrise, évidemment, du geste graphique. Et si le jury vous attaque là-dessus, eh bien, vous saurez que c'est plan, linéarité, forme, lettres et systématisation. Vous direz évidemment, il faut comprendre quelles sont les fonctions de l'écrit, sinon il ne peut pas écrire. Et vous direz rien de plus. Mais si le jury vous embête, eh bien, boum, la maîtrise des supports, vous ne direz rien de plus. Il vous embête, ben, il y a les genres, 1, 2, il y a les matériaux, supports en soi, support matériel. Et puis l'articulation avec sa lecture qui est évidemment très nécessaire. Et je ne vous demande pas de maîtriser
toutes ces dimensions-là pour l'instant parce que nous allons en explorer dans mon cours un certain nombre. Un seul cours va terminer tout ça en cycle 1. Puis après, on va attaquer l'écriture en cycle 2 et 3, qui est notre cœur là, de production. Les cours que vous avez en spécificité maternelle, oui, ils doivent tout ce qui relève de l'écrit doit pouvoir se positionner quelque part par là. Donc, je le répète, vous êtes interrogé sur le CP et l'écriture, votre introduction, elle doit faire émerger ces bulles-là, qui se font en CE1, en cycle 1, et vous n'allez pas plus loin, mais vous attendez les questions. Elles viendront. Donc, il faut se préparer au deuxième cercle de bulles. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Est-ce que tout vous semble clair quant à la nature des définitions des bulles centrales, en tout cas? Oui, non? Relation intérieure, ça. J'ai pas compris intérieure, oui, vraiment. Alors, quand on veut faire repérer un son aux élèves, admettons qu'on veut leur faire repérer un son compliqué qui est on. Comment faire? Eh bien, on va leur donner des mots, et ces mots contiendront le son. Le plus simple pour repérer un son, c'est quand il est en fin. Vous allez dire, par exemple, poisson, papillon, et puis un troisième, au final, je ne sais pas, il faudra trouver. C'est très facile, plus facile par les élèves, car ce qui est facile à repérer, c'est quand le son est à la rime. Mais deux degrés de difficulté supplémentaires. Repérer le son quand il est ailleurs qu'à la rime, quand il est au début. C'est le degré de difficulté 2. Donc, on aura les mots qui commencent par on aura 3 mots qui commencent par on. Voilà. Et puis après, difficulté, c'est quand le son sera au milieu. Donc, vous allez trouver des mots dans lesquels le son on ne sera pas au début, pas à la fin, mais sera au milieu. Comme crois que vous trouverez sur le coup. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, oui, par exemple, sur le on, je n'y arrive pas, donc c'est pas. Il me contente. Vous prenez un son, par exemple, le A, ben vous avez 3 A final, 3 A initial, avare, attaché, animal, et au début. Et puis après, des sons au milieu. Alors, fin, début, intérieur, et degré de facilité 1, degré de facilité 2, degré de facilité 3. C'est facile ici, moins facile ici, difficile ici. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, si vous n'avez pas d'autres questions. Il y a